C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui car l'habitat participatif me tient à cœur depuis très longtemps. Il y a environ une douzaine d'années, André Buschmann m'avait invité à parler de l'architecture écologique dans le cadre d'une soirée qu'elle avait organisée à Strasbourg autour de la création d'un projet d'habitat participatif qui est devenu, après bien des péripéties, Écoquartier de Strasbourg. Nous n'étions ce jour-là que quelques dizaines dans une toute petite salle et nous avons terminé la soirée par un pique-nique bio. Que de chemin parcouru depuis. J'étais aussi des vôtres aux Assises nationales dans la capitale alsacienne et le magazine écologique ou EK, dont je suis rédactrice en chef, a déjà publié 2 dossiers sur le sujet de l'habitat participatif que je vous recommande, bien sûr, parce qu'on a aussi besoin de votre aide pour survivre. En lisant le programme de cette journée, j'ai découvert avec stupéfaction que j'étais propulsée philosophe. Cela m'a beaucoup amusée. Non, je ne suis pas diplômée en philosophie. Cela dit, il y a déjà longtemps que je lis plus de livres de sociologie, de psychologie, de philosophie que de livres d'architecture. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que si nous avons depuis un certain temps déjà les outils et les techniques nécessaires pour une transition écologique et sociétale, cette transition dont nous avons aujourd'hui tellement besoin, la mise en pratique tarde à se mettre en route. Les freins sont essentiellement psychologiques. Et je crois que nos 2 clowns qui se promènent là nous le montrent très bien. Parmi les changements psychologiques, il y a aussi l'humour. Je crois qu'il y a beaucoup trop de choses que nous faisons trop sérieusement. Je pense que les gens qui réussissent le mieux sont ceux qui travaillent sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Je crois que vous serez d'accord avec moi, il y a des endroits en France, en particulier à Paris, où certains se prennent un peu trop au sérieux. Supprimer les freins essentiellement psychologiques pour passer enfin à l'acte demande un peu de philosophie. Il y a déjà plusieurs années que je réfléchis aux manières d'enclencher le processus de changement de paradigme. Et je partage volontiers aujourd'hui ces réflexions avec vous en espérant que certaines idées sauront vous inspirer. Je pense avoir été une des premières en France à parler de la nécessaire approche holistique autour de l'architecture et de l'urbanisme. Entre-temps, vous trouvez de l'holistique partout, y compris dans les massages, dans la cosmétique. Moi, si j'ai choisi ce mot, c'est tout simplement parce que, là encore, je pensais à un philosophe qui s'appelle Aristote. Aristote a dit, il y a déjà à peu près 23 siècles, le tout est plus que la somme des parties. Et je pense que parmi vous, ceux qui ont déjà travaillé à un projet participatif, savent que le résultat est bien plus que la somme des matériaux qui ont été mis dedans et des techniques. Il y a aussi à la fois tout l'engagement, tout l'enthousiasme et aussi tout l'amour et tous les emmerdements qui étaient à l'intérieur du projet. Un autre philosophe allemand, celui-là, a dit quelques siècles plus tard à peu près la même chose, mais de manière beaucoup plus compliquée. Il ne faut pas voir seulement la juxtaposition des éléments, mais considérer leur influence mutuelle ainsi que l'impact de leur interdépendance. Et je crois que là, on commence à s'approcher du changement de paradigme dont je vous parlais tout à l'heure. Cette phrase que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années maintenant et qui est un petit peu le point à partir duquel j'ai développé ce que je vous montre aujourd'hui, a vraiment été pour moi une révolution. Il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés, nous a dit Albert Einstein avec la langue que vous voyez. Et effectivement, tout d'un coup, ça vous transforme votre regard. Là encore, je vais me faire des amis dans la Grande Arche. Il y a 2 choses. Il y a 2 principes pour faire les choses. Le premier, c'est le principe du top-down, que je vous ai représenté ici par une usine à gaz. Moi, j'habite, c'est vrai, depuis 30 ans en Allemagne, mais je viens du Lot. Et dans le Lot, quand les choses arrivent, souvent on se dit « Quesaco ?» et on n'a pas vraiment envie de faire parce qu'on ne nous a pas expliqué le pourquoi du comment. Et puis aussi, on trouve souvent que c'est un peu compliqué. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les pays centralisés
aussi les pays où on a des grandes écoles d'élite. Le principe du bottom-up, c'est un principe que j'ai représenté ici par des marches et un soleil. Alors, c'est très simpliste, mes dessins. Vous comprenez pourquoi j'écris l'architecture plutôt que je la dessine. Cela dit, avec un T et une équerre, j'étais pas mauvaise. Alors, mais avec l'ordinateur, ça c'est nul. Le principe du bottom-up, c'est que vous avez à la fois un objectif à long terme, que j'ai représenté ici par le soleil, et puis un objectif à plus court terme, que j'ai représenté par une marche. Ce qui est absolument essentiel. Donc, le soleil, c'est 20 ans, 30 ans, au moins 10 ans. Et la marche, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui est essentiel et qu'on ne sait pas forcément bien faire en France, c'est que quand on est arrivé sur la première marche, on regarde ce qui était bien et aussi ce qui n'était pas bien. Et on ose se dire à soi et dire aussi aux autres ce qui n'était pas bien, et on apprend bien plus de ses erreurs, vous le savez, que de ses réussites. Dans le Vorarlberg, qui est un de mes dadas, cette petite région autrichienne qui pratique la transition écologique et sociétale depuis déjà une trentaine d'années avec un énorme succès, puisque c'est une des régions économiquement les plus florissantes d'Europe, on dit c'est pas grave de faire une erreur. Tout le monde en fait, moi la première. Ce qui est grave, c'est de faire 2 fois la même erreur et de laisser les autres faire les mêmes conneries. Donc, voilà, le principe du bottom-up, je pense qu'on aurait vraiment intérêt à l'appliquer en France plus souvent. Ici, on est en région PACA. En région PACA, vous avez la chance d'avoir à la fois Envirobat Méditerranée et BDM, Bâtiment durable méditerranéen. C'est vraiment une démarche qui se fonde aussi sur ce qui a été fait dans le Vorarlberg. Je le sais parce que le président est un copain et que je l'ai traîné là-bas plusieurs fois. Et aussi parce qu'ils ont compris tout ce que l'on pouvait récupérer du retour d'expérience. Alors, petite précision amicale afin d'éviter tout malentendu, parce qu'on me dit souvent « Ouais, mais dans tes bouquins, tu nous parles des chaufferies à pellets, des toitures végétales, des bardages bois, des puits canadiens. » Certes, j'en parle, mais ce ne sont que les parties émergées de l'iceberg. Et elles ne s'enfilent pas comme les perles d'un collier. C'est-à-dire que si le cadre dans lequel c'est employé n'est pas, lui, profondément éco-responsable, c'est un peu comme quand vous jetez des gouttes d'eau sur le sable, ça disparaît. Il faut vraiment que les choses soient fondées. Alors, approche analytique et sectorielle, bon, on est le pays de Descartes ici, type démarche HQE. J'ai vraiment eu des problèmes, enfin certains connaissent peut-être ce que j'ai écrit il y a déjà plus de 10 ans sur la démarche HQE, c'est-à-dire type main basse sur le développement durable pour en finir avec la HQE, point d'interrogation. Et autres, je pense que être bon sur 4 catégories, je sais qu'ils ont évolué depuis, être bon sur 4 catégories ne vous rend pas forcément bon sur l'ensemble. J'en ai souvent parlé avec Alain Mogard. Et en plus, est-ce qu'on veut vraiment perdre du temps à cocher des cases? Enfin, on connaît tous des dossiers HQE qui sont épais comme ça, où il y a eu du copier-coller que personne ne lit. Dans le Vorarlberg dont je vous parlais tout à l'heure, le ministre-président dit « Nous, on veut faire des lois aussi minces que possible ». Vous savez combien de pages a la RT 2015, la RT 2012 ? Bon, ça se chiffre en milliers. Je crois que c'est de l'ordre de 5000. Rien que les lire, ça vous prend 1 an. Vous savez, c'est comme l'histoire du ballon. Vous savez comment on appelle un ballon en termes bureaucratiques français? Un référent bondissant. Approche holistique, globale, multidisciplinaire, intégrative, c'est ce que les Allemands appellent Integrale Planung, ce que les Canadiens, les Québécois appellent processus de conception intégré. Bon, moi, je n'ai pas 14 cibles, j'en ai pris 4. Et à chaque fois, il y a toujours deux mots. On commence par site et territoire. Pourquoi est-ce qu'il y a site et territoire? Le site, ce sont toutes les données physiques d'un lieu, les données, la géographie, le climat,
le paysage, la végétation, et le territoire, c'est ce que les gens en ont fait. Parce qu'on connaît tous des endroits qui ont à peu près le même paysage, à peu près la même géologie, à peu près le même climat, et pourtant les gens qui y habitaient, on en fait quelque chose de complètement différent. Donc toujours prendre en considération l'humain, ce qui a transformé le site. Pour les matériaux, c'est pareil. Les matériaux, c'est du bois, de la pierre, il y en a quasiment dans toutes les contrées du monde, et pourtant les gens en font des choses bien différentes entre les maisons, les églises en bois debout que vous trouvez en Norvège et ces magnifiques maisons communes que vous trouvez dans certains pays d'Asie avec ces formes un peu en bateau renversé. Donc c'est toujours le même matériau, mais les gens, quand ils prennent ce matériau en main, en font des choses tout à fait différentes. Énergie ambiance, c'est le même principe. Et l'alpha et l'oméga de la démarche holistique, c'est au départ l'humain, c'est-à-dire les gens qui se mettent ensemble pour faire un projet d'habitat participatif, et l'usage, parce qu'on connaît tous des bâtiments qui théoriquement devraient être, selon les simulations, passive house et consommer moins de 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage, et qui en fait en consomment 2 ou 3 fois plus. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas vraiment expliqué aux gens ce qu'il fallait faire, et surtout on ne les a pas motivés à faire vraiment les petits gestes qui permettraient que ça soit aussi efficace. Donc tous les choix doivent être faits dans une réflexion qui tisse des liens entre tous les critères. Alors, en France, on a à la fois une approche sectorielle, mais aussi une approche assez hiérarchisée et linéaire. Alors là, je suis en plein dans la caricature, je suis sûre que vous ne faites pas du tout comme ça, mais vous connaissez peut-être un ou deux projets qui se sont faits ainsi. Donc il y a eu un maître d'ouvrage qui éventuellement est passé par un programmiste. Il est allé voir l'architecte a fait son projet, après il est allé voir l'ingénieur structure qui lui a dit « Ah ben non, ton truc il tient pas », donc retour. Après ils vont voir le thermicien a dit « Ah, c'est quand même con que tu aies fait des grandes fenêtres au nord et des petites au sud », retour. C'était pas en Méditerranée. Et après, on va voir l'acousticien qui dit « Ah non, là, c'est vraiment con que tu l'as implanté si près de l'autoroute ». Et quand on arrive aux entreprises, les entreprises disent « Tu crois quand même pas qu'on va te faire ça pour ce budget-là ?» Retour. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est que tous les choix justes qui n'ont pas été faits en amont appellent des compensations techniques. Et c'est ça qui coûte cher. C'est-à-dire que quand on nous dit la HQE coûte cher, ou quand on nous dit les projets écologiques coûtent très cher, c'est vrai, il y a certains matériaux qui peuvent coûter plus cher, mais ce qui coûte surtout cher, c'est qu'on n'a pas le processus mental qui permettrait de n'utiliser que ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Et ça commence par les mètres carrés. Peut-être qu'il y a des mètres carrés qu'on peut mutualiser, et on le fait bien dans l'habitat participatif. Alors, bon, la méthode de travail holistique, j'ai dessiné ça un jour où je devais faire une conférence à peu près semblable à Bruxelles. Bon, je reconnais que ça a l'air complexe, mais l'intelligence collective, vous le savez, vous l'avez tous expérimenté, peut faire des miracles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? La première chose, c'est peut-être de prendre de la hauteur pour trouver son chemin. Quand on se retrouve face à un projet participatif, c'est un peu un énorme mur, on se dit « merde, comment je vais faire ?» Et si on prend un peu de hauteur, un peu de recul, on commence à voir un peu quelque chose qui se dessine, et puis tout d'un coup, si on prend vraiment plus de hauteur, et ça c'est bien plus facile quand on n'est pas tout seul, et quand on en a d'autres personnes avec d'autres compétences qui vous encadrent, tout d'un coup on voit à peu près le chemin au milieu du labyrinthe, et on arrive à voir l'entrée et la sortie. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est sortir du cercle vicieux dans lequel on est depuis trop longtemps pour entrer dans un cercle vertueux qui va du développement local à la protection de l'environnement, en passant par le dégagement des ressources, la mobilisation des énergies, l'amélioration du cadre de vie et un territoire plus attractif. Ça marche, ça se fait dans le Vorarlberg, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis une trentaine d'années. Ils visent l'autonomie énergétique en 2050, et vu la manière dont ils le font, ils pourront l'avoir. Alors, je me suis dit, comment arriver à rentrer dans ce cercle vertueux ? Les premiers pas, c'est sans doute accepter l'idée du changement. Et vous serez d'accord avec moi, accepter l'idée du changement, ce n'est pas le plus simple. Ensuite, prendre du recul vis-à-vis du modèle cartésien, analytique et cloisonné, et aborder la pensée complexe. On est à la fois les héritiers de Descartes en France, mais on est aussi quelque part les enfants d'Edgar Morin. Donc,
relisons l'introduction à la pensée complexe ou alors Frédéric Wester, malheureusement ce n'est pas traduit en français, il nous dit l'art de penser en réseau, les idées et des outils pour un travail avec la complexité. Et c'est un des livres du Club de Rome. Une autre chose, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, reconnaître et s'autoriser le droit à l'erreur. Parce que pour s'évaluer, il faut accepter, s'autoriser le droit à l'erreur. La deuxième étape, c'est de valoriser les intelligences multiples. Je pense qu'on a beaucoup trop focalisé sur le QI, l'intelligence abstraite. Je crois qu'il faut élargir à l'intelligence pratique, l'art de faire les choses, l'intelligence esthétique, le sens de la forme, des arts, l'intelligence du corps, son usage habile, et ça c'est aussi bien pour le pilote de Formule 1 que pour la danseuse, je vais vous dire ma révérence, et l'intelligence émotionnelle qui, elle, est la conscience et la maîtrise de soi, et bien sûr l'intelligence sociale, et Dieu sait qu'on en a vraiment besoin dans un projet participatif. Karl Albrecht disait déjà il y a quelques années, il fait partie des Américains, puisque c'est surtout les Américains qui ont commencé à travailler là-dessus, disait l'intelligence sociale est la capacité à bien s'entendre avec les autres et à les convaincre de collaborer avec nous. Est-ce qu'on n'est pas là en plein dans l'habitat participatif ? Une autre chose essentielle à mon avis, et ça on le voit heureusement, enfin on le voit beaucoup plus en Allemagne qu'en France malheureusement, c'est la revalorisation du travail manuel. Les mains pensent aussi. Et un grand philosophe disait « La main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main ». Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait absolument refaire. Et dans l'habitat participatif, il peut y avoir la conception participative, mais aussi du travail participatif. Et avec mes amis d'Amaco, c'est un groupe qui appartient au cratère à Grenoble, on est en train d'essayer d'initier 2 projets conçus en participation et pour la conception, mais aussi pour la réalisation autour de matériaux tels que le bois, la terre et autres matériaux écolocaux. Utiliser ces 2 cerveaux. Alors bien sûr, il y a eu un prix Nobel dans les années 80 pour dire le cerveau gauche, c'est le cerveau de la rationalité, le cerveau droit, c'est celui de l'intuition. C'est pas aussi simple, on le sait depuis maintenant, surtout depuis les IRMF. Cela dit, je pense que utiliser ces 2 cerveaux, rationalité, intuition, détail, vision globale, approche analytique et empathie sont absolument indispensables pour penser différemment dans un mode nouveau. Profiter de l'intelligence collective, ça c'est un article que j'ai découpé dans Courrier International, mais il y a déjà une dizaine d'années, ça vient de The Economist, donc vous voyez, c'est pas le canard enchaîné. Il disait déjà à l'époque, aidez vos collègues et votre productivité augmentera. La générosité a-t-elle des effets bénéfiques sur l'individu ? Oui, la productivité augmenterait avec l'entraide. Les échanges ont tendance à améliorer à la fois la productivité et l'image personnelle dans l'entreprise. Et là, très important, en découvrant ce qu'ils peuvent s'apporter les uns aux autres, les salariés deviennent plus efficaces dans leurs échanges. Ensuite, ils apprennent à se faire confiance et sont d'autant plus disposés à se rendre service qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur une contrepartie. Est-ce que là encore, on n'est pas en plein dans le processus d'habitat participatif ? Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, je crois, c'est de favoriser le capital social au sein de la collectivité. L'objectif étant de créer une société de confiance. Je vous parlais du Vorarlberg. Le Vorarlberg est la région qui a le plus haut capital social en Europe et 80% des gens s'y disent heureux, voire très heureux. Ça fait quand même rêver. Étape 7, éthique et principe responsabilité. Tout simplement parce que l'éthique est le moyen pour chacun de mener une profonde réflexion sur le sens à donner à son action au quotidien, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. La 8e étape, il n'y en a que 9, donc on a bientôt fini. Les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et des conditions de vie appellent aujourd'hui un changement de paradigme et des comportements plus solidaires. Ça passe par la remise en cause de schémas désuets, le partage des connaissances, la mise en commun des compétences et le travail en réseau. C'est ce que Peter Senge, qui a créé aussi l'idée de région en apprentissage ou de groupe en apprentissage, et là encore, un groupe d'habitat participatif est vraiment un groupe en apprentissage, parle de la nécessaire évolution, comment des individus et des organisations travaillent ensemble pour créer un monde plus durable. Alors, le
le graphiste du magazine écologique a fait un dessin bien plus joli que le mien pour vous expliquer à quel point l'approche holistique, qui est globale, pluridisciplinaire et intégrative, demande la participation de tout le monde. Et si j'ai utilisé ce terme d'holistique, c'est aussi parce qu'il existe depuis déjà un certain temps dans l'urbanisme. Richard Rogers en parle dans Des villes pour une petite planète, dans l'architecture, dans l'agriculture aussi et en médecine. L'approche holistique, elle fait appel à la responsabilité citoyenne de tous, élus, décideurs, professionnels et usagers. Ça, c'est une image que j'ai prise à Stuttgart, dans une des 2 maisons des générations qui ont déjà maintenant plus de 10 ans et qui marchent vraiment très bien. Globale et pluridisciplinaire, la démarche holistique qui mène à la transition écologique et sociétale est un processus ouvert basé à la fois sur la confiance mutuelle, l'intelligence collective, la recherche du beau. Je souhaiterais quelquefois, en tant que rédactrice en chef d'un magazine, que certains immeubles d'habitat participatif, qui sont par ailleurs extrêmement intéressants sur le niveau social, soient esthétiquement peut-être un peu plus beaux. Le plaisir de faire ensemble et aussi ce que Mario Cucinella, qui est un architecte italien, appelle très joliment l'empathie créative. Je suis persuadée que même si aujourd'hui, techniquement, on est très au point, pour faire l'architecture écologique et éco-responsable, l'essentiel est dans l'humain et pas dans la technique. Revenons ici et aujourd'hui avec ces conférences, ces retours sur expérience, ces ateliers très concrets sur des sujets juridiques et financiers qui sont un des verrous à la généralisation de l'habitat participatif, avec ces forums ouverts et ces moments festifs auxquels je participerai bien volontiers demain avec vous. Les rencontres de Marseille témoignent de la maturité du mouvement et des compétences de ses acteurs. Tous les ingrédients sont donc là pour que l'habitat participatif avance dans les prochaines années à pas de géant. L'implication des élus visionnaires et l'engagement des bailleurs sociaux présents ici, on vient d'en entendre un tout à l'heure, nous montrent que l'habitat participatif est sorti aujourd'hui de la marginalité. Je suis persuadée qu'il va jouer dans l'avenir un rôle décisif, tant dans la production de logements économiques qu'écologiques, pour un vivre ensemble plus solidaire. Construire un futur durable, c'est oser, partager et prendre soin. Prendre soin de la nature, prendre soin des autres humains, prendre soin de nos voisins, prendre soin de nos proches, prendre soin de nos enfants. Merci à chacun de vous d'être un colibri et de participer à votre manière et à votre échelle à la construction d'un monde à la fois plus éco-responsable, plus solidaire et aussi, merci aux clowns entre autres, plus joyeux. Merci à vous.